Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Vous vous souvenez peut-être que cet événement devait se dérouler dans un premier temps le 16 mars à l'école centrale de Nantes, que nous saluons et que nous remercions aussi de cette invitation. Le 16 mars 2020, c'était un moment qui nous apportait d'autres informations, d'autres types de nouvelles, dont le confinement en particulier. Nous avons aussi envisagé, dans un deuxième temps, de pouvoir monter cette opération sur place, mais en étant repris par le virtuel. Et puis finalement, nous nous sommes adaptés. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui en webinaire ensemble pour à peu près 1h30, 2 heures, pour évoquer la question du management dans la diversité et notamment de la sensibilisation des équipes que ce management suppose. Nous avons aujourd'hui on va dire une participation plus restreinte pour ceux qui ont l'habitude d'être parmi nous, en raison du fait que cette rencontre est exclusivement ligérienne, régionale, donc, contrairement aux dernières rencontres par webinaire que nous avons organisées. Voilà, alors avec moi, je laisse sans attendre la place à Patrick Debu et à Delphine Bellegarde-Rieu. Patrick Debu, directeur de la plateforme RH du SGAR à la préfecture de région, qui va nous aider à poser le cadre politique. Et puis ensuite, Delphine Bellegarde-Rieu, directrice territoriale au handicap du FIPHFP, nous donnera quelques précisions aussi sur ce qu'ils attendent l'un et l'autre de ce webinaire et plus généralement de cette dynamique lancée entre les employeurs publics. Delphine, quelques mots. Pardon, Patrick. Delphine était juste à côté de moi. Pardon, Patrick, je vous laisse la parole. Pas de problème. Merci, Monsieur Audon. Eh bien, écoutez, un grand merci à vous, tous les participants qui êtes nombreux cet après-midi. Vous remerciez de l'intérêt que vous manifestez pour cette nouvelle édition du Comité des employeurs publics Handipact. Permettez-moi aussi d'adresser tous mes remerciements à toute l'équipe du restaurant nantais Le Reflet, à nos grands témoins de cet événement. Un grand merci également aux différents intervenants qui ont bien voulu s'associer à cet événement virtuel, dématérialisé, aux membres du comité de pilotage qui sont à l'initiative de ce comité des employeurs publics et tout particulièrement la nouvelle directrice territoriale au handicap, Madame Delphine Bellegarde-Rieu, et également la nouvelle représentante de la fonction publique territoriale au sein de ce COPIL, Madame Isabelle Méens, référente handicap au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique. Et bien sûr, un grand merci au cabinet ADO Conseil, organisateur, chef d'orchestre de cette édition. Alors, je le disais, cet événement est destiné aux employeurs des 3 versants de la fonction publique et vous êtes cet après-midi à peu près 70 participants et vous représentez, ce qui est très intéressant, 46 structures, services, institutions différentes des 3 fonctions publiques et au-delà. Alors, comme vous le savez, le président de la République a inscrit le handicap comme l'une des grandes causes et priorités nationales de son quinquennat. Et en février dernier, lors de la conférence nationale du handicap, ont été célébrés à l'Élysée les 15 ans d'une loi fondatrice, la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Le président de la République a notamment annoncé une série de mesures concernant la scolarisation des enfants, avec la création de 11 000 postes d'accompagnants supplémentaires. Des mesures également concernant l'accès aux droits, en passant par l'emploi, l'objectif étant de faciliter l'inclusion dans la société des personnes handicapées, quelles qu'elles soient. Alors, il faut rappeler que le handicap touche environ 2 millions de citoyens français et que statistiquement, un actif sur 2 connaîtra malheureusement un handicap au cours de sa vie professionnelle. Handicap réversible ou non, conséquence d'un accident ou d'une maladie. Face à ce constat, le législateur se devait de réagir. Il a fixé des règles, donné des droits aux personnes concernées et rappelé aux employeurs leurs obligations, notamment au travers des dispositions de la loi du 11 février 2005 que j'ai citée en préambule. Au regard de cette loi, d'abord c'est une loi très structurante.
les entreprises du secteur privé, comme les structures du secteur public, employant au moins 20 salariés, sont tenues d'employer des travailleurs handicapés dans la proportion de 6% de leur effectif total. Alors, dans la région des Pays de la Loire, globalement, nous y sommes parvenus, car pour les 3 versants confondus de la fonction publique, nous sommes aujourd'hui à 6,15%. Pour le niveau national, nous sommes aujourd'hui à 5,6%. Mais au sein de la région, il y a toutefois des écarts, des disparités. 3,5%, c'est le taux pour la fonction publique de l'État, 5,4% pour la fonction publique hospitalière et 7% pour la fonction publique territoriale. Nous devons donc poursuivre nos efforts, au regard notamment de la crise et de ses conséquences sur le marché de l'emploi. Nous devons, nous, employeurs publics, être très attentifs à cette situation exceptionnelle et ne pas laisser les personnes les plus fragiles sur le bord du chemin. Alors, il y a une autre loi importante, c'est celle du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique. Cette loi prévoit de nouveaux leviers, des garanties nouvelles pour les agents en situation de handicap. Première disposition, la création d'un référent handicap dans toutes les administrations, avec pour mission d'accompagner les agents concernés tout au long de leur carrière professionnelle, de coordonner les actions menées en matière d'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi. Et cette mesure est en lien avec les obligations renforcées des employeurs qui doivent désormais prendre des mesures permettant aux agents concernés de développer un parcours professionnel et d'accéder à des postes de responsabilité. Autre disposition, la mise en place d'un dispositif de détachement ou d'intégration directe pour la promotion interne des fonctionnaires handicapés. C'est un dispositif dérogatoire qui constitue ainsi une nouvelle voie de progression de carrière permettant aux agents d'accéder à un corps pour la fonction publique de l'État ou un cadre d'emploi de niveau supérieur par la voie du détachement. C'est un dispositif expérimental prévu par cette loi et qui a une durée limitée et qui s'arrêtera au 31 décembre 2025. Également à titre expérimental, pour une durée de 5 ans également, la mise en place d'un dispositif de titularisation sans concours au profit des apprentis handicapés. Enfin, et ce n'est pas neutre au quotidien pour nos collègues handicapés, la loi prévoit la portabilité des équipements de travail. Les outils bureautiques, les logiciels, les progiciels, les appareils mobiles. C'est-à-dire, lors d'une mobilité professionnelle, l'agent conservera son matériel, ses outils, lors d'un changement d'affectation. Je disais précédemment que nous devions poursuivre nos efforts, surtout dans la fonction publique de l'État. Et le FIPHFP nous y invite, nous accompagne. En effet, il a notamment pour mission d'inciter les employeurs publics à agir en favorisant le recrutement, l'accompagnement, le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap au sein de la fonction publique. En 10 ans, grâce à l'action du FIPHFP, le taux d'emploi au niveau national dans la fonction publique a doublé. Le FIPHFP aide aussi à changer le regard de la société, le regard des employeurs, notre regard sur le handicap, à vaincre des appréhensions, à lever des obstacles, à faire comprendre à chacun que la différence peut être un atout pour la société et non une faiblesse. Mesdames et messieurs, durant cet après-midi, nous allons pouvoir échanger entre nous, et notamment sur comment sensibiliser les équipes au handicap, comment manager dans la diversité. C'est une question qui nous tient à cœur, qui nous demande de penser
de repenser les formes d'organisation du travail, de nous remettre en cause et de trouver les bonnes solutions. Vous allez donc pouvoir partager vos expériences avec nos différents intervenants. Et avant de laisser la parole à Madame Bellegarde-Rieu, je voudrais, mesdames et messieurs, vous remercier de nouveau de votre participation. Je remercie tous les intervenants et les organisateurs. Vous souhaitez de beaux échanges, des échanges riches, fructueux, en espérant que cet événement Handipact réponde entièrement à vos attentes. J'ai peut-être été un petit peu trop long, pardonnez-moi. Je passe tout de suite la parole à Madame Bellegarde-Rieu. Merci beaucoup, bon après-midi. Bonjour à toutes et tous. Merci Patrick pour ces propos introductifs et de contextualisation des réformes actuelles. Ces réformes offrent l'opportunité d'accueillir de nouveaux profils et de capter les compétences, notamment celles des personnes en situation de handicap. Et ces réformes vont dans le sens d'une fonction publique plus inclusive et d'une société plus généralement plus inclusive. Souvent, lors d'un premier échange avec un employeur public, la première phrase qu'il m'est prononcée, c'est mais vous pensez bien, accueillir des personnes en situation de handicap, c'est absolument impossible. Donc, je m'interroge en fait sur cette notion de possible, impossible, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est impossible. C'est assez difficile et c'est assez personnel, cette notion. Il y a une citation que j'affectionne particulièrement, c'est celle de Mark Twain qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait ». Et donc, pourquoi pas finalement faire et tout en tenant compte des difficultés, pouvoir ouvrir en tout cas les possibilités et la loi nous invite à ça en tant qu'employeur public. Avez-vous remarqué également que les enfants ne connaissent pas, ou en tout cas ont la capacité de croire que rien n'est impossible. Cette capacité leur permet d'apprendre, de progresser, de grandir, de se construire tout simplement. Certes, les apprentissages sont difficiles, les enfants récoltent, et nous en avons tous eu, quelques bleus, quelques points de suture, quelques larmes parfois, mais elle permet d'avancer. Ils apprennent en fait à marcher, à négocier, à affirmer ce qu'ils veulent. Et ça, finalement, c'est la construction de soi. En grandissant, finalement, nous perdons cette capacité. Les préjugés, les peurs, le conformisme nous empêchent d'oser. Et finalement, oser, c'est ouvrir le champ des possibles. Donc, dans les échanges d'aujourd'hui, on va pouvoir identifier les freins, mais également les leviers, les solutions qui peuvent déjà exister, puisque certaines existent, vous le verrez dans les témoignages, mais également toutes celles qui restent à créer. Et cette création, c'est de l'ordre en fait de tout un chacun, mais de l'ordre du collectif également. Bref, pour cet après-midi, nous vous proposons d'ouvrir le champ des possibles. Merci beaucoup Delphine. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de structurer notre animation. D'abord avec vos questions, en répondant à vos questions prioritairement, il y aura aussi quelques sondages, mais surtout en comprenant un peu mieux comment ceux qui ont peut-être un peu d'avance, ceux qui ont déjà expérimenté un certain nombre de choses en matière de management, s'en sont sortis. Alors, dans un premier temps, nous allons avoir la joie d'accueillir Fleur Lelièvre, qui est la fondatrice du restaurant Le Reflet. Fleur a fait un pari un peu fou, qui était d'embaucher une grande majorité de personnes trisomiques 21. Et dans cette aventure, elle a découvert plein de choses et elle va évidemment, par analogie, nous faire comprendre comment nous pouvons peut-être avoir la juste posture dans le management de la diversité. Ensuite, nous aurons un temps avec Tiffaine qui a complètement travaillé, préparé ce webinaire et qui va nous rejoindre tout à l'heure pour essayer de comprendre de manière un peu plus méthodologique peut-être ou théorique ce qui se joue dans cette difficulté que nous avons à manager justement la différence, ou en tout cas à vivre avec la différence. Et puis dans un troisième temps, nous prendrons du recul en tant qu'employeur public pour arriver à comprendre
comment, dans chacun de nos établissements, nous pouvons mettre en œuvre cette diversité. Et nous aurons un témoignage intéressant via une vidéo qui sera reprise ensuite et commentée avec l'une de ses protagonistes, Christine Rivière, du Cap Emploi de la Vendée, et qui nous expliquera aussi ce qu'elle a pu observer dans ces comportements des employeurs publics qui arrivent, en fait, mieux, puis visiblement, enfin en tout cas, qui ont mis déjà un peu leur pas dans ce management de la diversité. Voilà. Pour entrer dans le sujet immédiatement et sans attendre, je vous propose un premier sondage. Alors, vous avez à droite de votre écran voilà, un onglet qui s'appelle « Sondage ». Vous y allez et vous allez voir apparaître les questions auxquelles vous allez pouvoir répondre. Sur ce premier sondage, et vous allez voir, c'est fait exprès, vous n'avez qu'une seule réponse possible. Alors, je le lis avec vous. Manager la diversité, pour moi, c'est avant tout A. Intégrer quelqu'un de différent. B. Mettre en œuvre les mesures d'adaptation technique nécessaires. C. Faire bouger l'organisation pour l'ajuster à la réalité de l'équipe en place. D. Explorer de nouveaux modes de management. Alors, je vais rapidement voir ce que les réponses au sondage commencent à dire. Voilà, ça continue à s'inscrire. Globalement, vous, eh bien, je ne sais pas si vous avez la possibilité de voir le sondage, mais vous êtes quand même assez nombreux, en tout cas majoritaires, à dire explorer de nouveaux modes de management. Eh bien, écoutez, ça tombe bien, parce que c'est un peu l'idée que nous avions, d'aller explorer ensemble les modes de management. Bien sûr, intégrer quelqu'un de différent, oui, c'est ça, le management de la diversité, mais l'intégrer pour l'intégrer, vous avez vu qu'il y avait un petit piège dans le mot intégrer. On n'est pas dans l'inclusion, on est plutôt dans l'intégration. Quel est le modèle que nous avons derrière la tête quand nous parlons d'intégration? Mettre en œuvre les mesures d'adaptation technique, oui, mais est-ce que, en fait, intégrer ou accueillir ou inclure une personne en situation de handicap n'est que lui donner la possibilité de fonctionner comme un autre? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qu'on peut faire jouer, faire bouger l'organisation pour l'ajuster à la réalité de l'équipe en place? Oui, on commence à être un peu plus dans des logiques d'inclusion et puis explorer de nouveaux modes de management, sans doute, car nous sommes assez démunis, nous le verrons notamment en deuxième partie. Voilà pour ce premier quiz. Merci d'y avoir répondu. Je propose sans attendre maintenant de lancer la vidéo sur la présentation du restaurant du Reflet, et avant d'accueillir Flore Lelièvre, que je présenterai rapidement pour qu'elle nous fasse part de son expérience. J'ai toujours considéré que la différence, c'était une richesse. Je m'appelle Flore Lelièvre et je suis la fondatrice des restaurants Le Reflet. Le Reflet, c'est un restaurant extraordinaire parce qu'on travaille avec des personnes en situation de handicap, porteuses de trisomie 21, qui travaillent en cuisine et en service. Le Reflet à Nantes a ouvert en décembre 2016 et l'aventure s'est poursuivie en 2019 avec l'ouverture d'un deuxième restaurant à Paris. J'ai un de mes grands frères qui a une trisomie 21. Quand j'étais jeune, j'ai beaucoup vu le regard des gens, la méconnaissance, et ça, c'est un truc qui peut me rendre dingue d'ailleurs. L'idée, c'était vraiment de créer un lieu dans lequel des personnes trisomiques pourraient travailler, mais aussi que ce soit un lieu de rencontre. Les clients, quand ils ressortent, ils nous disent qu'il s'est passé un truc. On sent que les choses, elles évoluent, on sent que le regard change. C'est génial, et en plus, c'est bon. C'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas rentré ce paramètre en venant manger au resto. Ce qui est génial, c'est que sur les 7 personnes qu'on a aujourd'hui au resto, aucun n'avait vraiment de solution. Plus qu'un job et du coup une autonomie financière, ça apporte aussi une inclusion sociale, une vie sociale, parce que les collègues, les amis, et puis aussi le fait de venir travailler en centre-ville, on est vraiment intégré à la société. Bonjour Flore Lelièvre, merci d'être présente avec nous. C'est une joie de vous accueillir. Quand on a comme ça des icônes qui ont un peu innové, exploré de nouveaux champs, c'est toujours évidemment une source d'enrichissement. Et voilà, nous sommes très
très remerciant de votre présence aujourd'hui. Alors, je rappelle, comme l'a dit rapidement dans la vidéo, que le Reflet, c'est 2 restaurants aujourd'hui. C'est, je crois, 12 personnes dans ce que vous nous aviez dit la dernière fois, dont 7 atteintes de trisomie 21. Je n'ai pas fait le décompte dans la vidéo, mais c'est probablement le nombre. Mais c'est au-delà des 2 restaurants, l'association Les Extraordinaires, qui a été créée pour favoriser et sensibiliser à l'inclusion, un sujet que vous connaissez évidemment très bien. Et puis, une expérience évidemment très opérationnelle, autant avec les restaurants, autant qu'une prise de recul que vous avez essayé d'avoir via notamment la rédaction ou la réalisation d'un livre, Restaurant extraordinaire, il y a 2 ans. Et puis derrière, ça s'est enchaîné, un web magazine, un dispositif lié à l'emploi, un réseau d'employeurs. Donc, au-delà de vos talents, entre guillemets, de chef d'orchestre dans une cuisine, on voit que vous avez essayé de prendre du recul. Donc, merci encore de ce que des éclairages que vous pourrez nous apporter tout à l'heure. Alors, peut-être une première question, si vous le voulez bien. Quel a été le déclencheur pour vous de cette aventure? Alors, bonjour à tous. Déjà, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir partager notre petite expérience qu'est le Reflet. Donc, au début, le Reflet, c'était mon projet de diplôme de fin d'études en architecture d'intérieur. J'ai un de mes grands frères qui a une trisomie 21 et donc j'ai eu envie, pendant ce diplôme, de travailler sur l'inclusion. Et donc, mon sujet a été comment créer un lieu et des outils de travail qui, de par leur architecture, leurs aménagements et leur design, s'adaptent à des personnes porteuses d'une trisomie 21 pour qu'elles puissent travailler comme tout le monde. Et donc, le projet du restaurant Le Reflet est né de cette manière-là. Au début, c'était vraiment juste un diplôme et puis on m'a encouragée à le porter plus loin. Donc, pendant 1 an, après mes études, j'ai été présenter le projet partout où je pouvais aller le présenter pour essayer de rassembler des énergies, de constituer une équipe. Et donc, au bout d'1 an, j'ai rassemblé toutes les personnes qui avaient envie d'embarquer dans l'aventure avec moi. Et on a créé une association donc, qui s'appelle Les Extraordinaires, anciennement Trinôme 44, et qui est une association qui a pour mission de développer des outils, des lieux qui favorisent l'inclusion des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire et par le travail. Donc, le projet du Reflet de Nantes a été le projet pilote de l'association. Et l'asso ensuite a partagé largement l'expérience à travers la rédaction d'un livre que vous évoquiez tout à l'heure, Restaurant extraordinaire. Et puis, l'asso a également porté le 2e projet de restaurant à Paris qui a ouvert ses portes lui en 2019, donc 3 ans après le premier. Et puis maintenant, voilà, on ne s'arrête plus sur l'asso, on partage encore de nombreuses expériences à travers un magazine web qu'on a lancé il y a 2 mois maintenant, et puis un dispositif dédié à l'emploi et bientôt un nouveau média pour favoriser l'inclusion. Merci. Vous l'avez dit, vous avez fait des études d'architecte d'intérieur. Étonnant d'ailleurs d'imaginer que quand on a fait ces études-là, on s'oriente vers un restaurant dans lequel une majorité des personnes sont porteuses d'une trisomie 21. Alors, en termes d'adaptation, d'aménagement, enfin finalement ce qui est un peu autour dans le décor, qu'est-ce qu'il a fallu particulièrement adapter, ajuster? Quelles ont été les bonnes astuces que vous avez dû mettre en place? Alors, avant même les aménagements, c'est tout le fonctionnement du restaurant en fait qui a été pensé pour s'adapter au personnel qu'on allait embaucher. Donc, on savait que les personnes porteuses d'une trisomie 21 pouvaient rencontrer des difficultés de motricité, par exemple, mais aussi et surtout de la fatigabilité. Donc, on a déjà adapté les rythmes des contrats de travail. Donc, les salariés en situation de handicap sont tous à temps partiel. Ils travaillent en moyenne 20 heures par semaine. Ils sont tous en CDI. On ferme le restaurant 8 semaines dans l'année pour qu'il y ait des pauses, des vacances régulières, donc toujours pour éviter la fatigabilité. Et puis, au sein de l'établissement, on a mis en place effectivement des outils. Par exemple, en salle, on a des serveurs qui peuvent avoir des difficultés de mémorisation ou lecture d'écriture. Donc, on a dû réfléchir à un nouveau système de prise de commande où, en fait, c'est le client qui vient tamponner ses choix sur une grille prévue à cet effet. Donc, ça permet de créer un moment ludique autour de la table en faisant participer le client et surtout, ça pallie aux difficultés de mémorisation que peuvent rencontrer les serveurs. Donc, ça permet une bonne transmission des infos en cuisine. On a également des assiettes ergonomiques qu'on a dessinées et créées pour pallier aux difficultés de préhension que pouvaient rencontrer les serveurs lors du service. Donc, en fait, c'est l'empreinte des mains qui est ancrée sous les assiettes pour leur donner du relief et donc de l'assurance. Et puis, on a aussi, on utilise pas mal des pictogrammes, des supports visuels
pour les aider et les guider en fait dans leur quotidien. L'objectif étant à la fois de les faire monter en compétences, de les professionnaliser et développer encore plus leur autonomie. Et voilà, et puis on a plein d'autres. On a la possibilité de travailler assis en cuisine au Reflet de Nantes. Il y a une salle de repos évidemment pour décompresser quand c'est nécessaire. Et puis voilà, plein de petites astuces qu'on continue via notre association à penser et à développer pour continuer de leur permettre de s'épanouir au mieux dans leur quotidien. Vous aviez déjà une certaine expérience, Flore, de personnes porteurs de trisomie 21, donc j'imagine que ça a dû un peu orienter en quelque sorte les premiers aménagements. Aujourd'hui, quelques années plus tard, qu'est-ce que vous diriez entre ce qui avait été défini en amont et ce qu'il a fallu ajuster, adapter au fil de l'eau? Alors, il y a plein de choses effectivement qu'on avait anticipées, ou du moins essayé d'anticiper et imaginer avant l'ouverture du resto. Et certaines d'ailleurs, une fois qu'on était sur le terrain, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas du tout. Donc, on a dû s'adapter et je pense que c'est ça qui fait la force du Reflet et puis des équipes qui travaillent, c'est qu'il y a une grosse capacité d'écoute et d'adaptation qui permet de nous adapter en fait au fur et à mesure qu'on avance, que les équipes avancent, que les équipes grandissent. Donc, entre ce qu'on a développé au début, il y a plein de choses qui sont restées. Ce que je vous ai cité, le système de prise de commande, les assiettes, ça y est toujours. L'espace repos, évidemment. Mais on avance en même temps qu'eux. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle compétence qui est acquise ou en passe d'être acquise, eh bien, en face, on y met un outil ou une petite adaptation. Merci. En termes de management, quel serait le tiercé que vous donneriez des choses les plus inattendues que vous avez pu découvrir et qui vous ont fait changer de regard? Alors, je pense que ce qu'on peut dire sur l'équipe du Reflet, l'équipe extraordinaire, c'est que donc quasiment 4 ans après à Nantes, tous les matins, ils sont toujours aussi contents de venir travailler. Toujours aussi content d'apprendre des nouvelles choses. Travailler avec des personnes en situation de handicap, ça nous fait redescendre un peu, ça nous recentre et reconcentre sur les choses un peu essentielles, et puis on se rend compte que quand on travaille avec eux, une toute petite chose peut procurer une énorme joie, comme une toute petite chose peut faire partir en live toute une journée. Donc ça permet de relativiser beaucoup de choses, et puis ça développe aussi beaucoup des capacités d'écoute, de bienveillance, et puis d'adaptation. Et je pense que ça fédère toute une équipe autour d'un projet d'inclusion de ce type. Et il y a un esprit, je pense, de famille qui se développe, et ça apporte autant aux personnes qu'on intègre, les personnes en situation de handicap, que finalement le reste des salariés au sein du Reflet. Parce que dans une cuisine, en plus, on est dans un secteur qui est quand même assez rude, avec des rythmes de travail qui sont compliqués. Il peut y avoir du stress. Donc, on n'a pas choisi le secteur d'activité le plus simple. Mais finalement, travailler avec cette équipe, ça permet de temporiser et de calmer un petit peu toutes les équipes qui travaillent au restaurant. Et voilà, on développe le sens de l'écoute et de l'adaptation envers tout le monde. Supplémentaire qui me brûle les lèvres également, Flore. Il y a un certain nombre de personnes, probablement, dans les participants à ce webinaire qui se disent qu'ils ont sans doute déjà tenté un certain nombre de choses, mais qu'ils aimeraient aller plus loin, parce que votre expérience, elle est quand même un peu gonflée, on pourrait dire. Et en tout cas, il fallait oser. Si vous deviez aujourd'hui identifier peut-être quels ont été les facteurs de succès, les leviers qui ont réellement permis de rendre possible cette aventure, lesquels seraient-ils? Je pense que ce qui a permis déjà d'ouvrir le Reflet, de lancer l'aventure, ça a été la capacité de ce projet à rassembler, à fédérer des énergies. Parce qu'un projet comme ça, on ne le monte pas tout seul. Il faut avoir plein de casquettes, et de nombreuses casquettes que je n'avais pas du tout en sortant d'études d'archi d'intérieur. En tout cas, pour ouvrir un restaurant. Donc, moi, j'ai eu la chance d'être super bien accompagnée, d'avoir vraiment toute une équipe de professionnels, avocats, experts comptables, communication, restaurateurs, voilà, plein de casquettes différentes qui font
on avait vraiment une équipe pluridisciplinaire et qui nous permet de désamorcer des situations plus ou moins compliquées qu'on peut vivre soit dans le montage du projet ou dans le quotidien. Donc, il y a déjà ça vraiment de bien s'entourer de professionnels. Et puis après, il y a aussi, si on réfléchit trop, je pense, ça nous freine dans plein de choses. Donc nous, on a plutôt tendance aussi sur notre association à avoir, parce que j'ai plein de gens autour de moi qui ont 15 000 idées à la minute, donc on a plutôt, notre problématique c'est plus nous canaliser, mais on a plus ce réflexe de, il y a une idée qui nous plaît, qui est super, et ben on y va, et puis on verra comment on va faire. Donc c'est ce côté un peu nos limites et pas de frein qui fait que du coup ça nous permet d'innover et d'aller vers des modèles qui n'existent peut-être pas, en tout cas sous cette forme. Et bon, après je vous dis pas que c'est simple, hein. Parce qu'au fur et à mesure on se rend compte qu'il y a quand même plein d'embûches sur le chemin, mais en tout cas le fait de pas se mettre de limites et d'y aller, et ben ça, voilà, ça fait partie de notre fonctionnement. Et puis après je pense que quand on travaille avec des personnes en situation de handicap et qu'on les voit tous les jours heureuses de venir travailler, ben, même si c'est difficile, même s'il y a des périodes qui sont compliquées, notamment en ce moment sur les restaurants, et ben ça nous porte et ça nous donne envie de continuer. En fait, ça nous laisse pas le choix. C'est pas un choix de continuer ou pas, il faut y aller et puis il faut y arriver. Laurence Poncet a plein de questions sur, d'une part, l'organisation, sur les autres, sur le management aussi. Comment avez-vous sensibilisé? Quand on avait préparé, vous m'aviez dit, moi j'avais été très touché par cette aventure de ce cuisinier qui en avait ras-le-bol de son métier, parce que non pas à cause de son métier, en fait à cause de son environnement, et puis qui a retrouvé un deuxième souffle. Voilà, donc je vous laisse répondre à ces questions. 12 personnes, 7 sont porteurs de trisomie, mais les autres, peut-être nous dire quelques mots sur les autres, comment vous les avez trouvés et comment ils ont été investis, c'est-à-dire finalement qu'est-ce qu'il a fallu pour qu'ils soient sensibilisés. Et puis après, il y avait une question très technique, comment se repérer parmi toutes les tables et les commandes qui correspondent? Alors, pour répondre à votre première question, donc effectivement, dans chaque établissement, on a 12 salariés, dont 7 porteurs d'une trisomie 21. Donc, sur les 5 postes restants, on a donc des encadrants. Donc, on a un responsable d'établissement par restaurant qui est en salle. On a une chef cuisine. On a un second cuisine. Et puis, on a également un plongeur et un commis cuisine. Et donc, sur les piliers du resto, donc la chef et le responsable d'établissement, c'est des profils alors un peu atypiques dans les deux établissements. On a alors sur Nantes, on a par exemple François qui est en salle, qui lui avait fait de la restauration pendant 15 ans, café resto, et qui dans les dernières années en fait avait voulu se réorienter et a passé son diplôme d'éducateur spécialisé. Et il est venu faire des remplacements au sein du Reflet de Nantes dès l'ouverture, je crois. Et donc là, il a rejoint l'équipe officiellement en tant que responsable depuis décembre dernier. Donc là, on a une double casquette, restauration et éducateur spécialisé. Et en cuisine, Virginie, la chef, qui nous a rejoint il y a 2 ans, a également cette double casquette. Mais elle, c'est dans l'autre sens. Elle a été éducatrice spécialisée pendant 10 ans et elle a passé son CAP cuisine. Donc pour ces deux profils-là, c'est vraiment joindre leurs deux champs d'action, leurs deux compétences et puis leurs deux domaines de prédilection. Et en revanche, sur Paris, on a une équipe qui est un petit peu différente puisque le responsable d'établissement, Olivier, lui, a fait vraiment que de l'hôtellerie-restauration pendant 15 ans. Et donc, pour lui, c'était une grande découverte. Mais je pense que c'était l'envie, comme Sarah, qui est la chef cuisine de Paris, l'envie de rejoindre une aventure, un restaurant un peu différent, où on vient chercher un sens un petit peu autre, et avec cet aspect humain, social, et voilà, du sens, tout simplement. Flore, y a-t-il peut-être une dernière suggestion, une recommandation que vous donneriez à quelqu'un qui aurait envie de se lancer dans une aventure un peu semblable?
Je pense que c'est pas le partage d'expérience des personnes qui l'ont déjà fait est super important. Nous, on est souvent sollicités en fait sur notre assos. On vient nous voir en nous disant ah, c'est génial, on a envie de faire pareil, comment faut faire. Et du coup, ce que recherchent souvent ces personnes-là, porteurs de projets ou employeurs déjà en place, c'est vraiment des infos, des tuyaux sur comment ça se passe. Parce que tant qu'on n'est pas vraiment sur le terrain, finalement, c'est un peu compliqué de se rendre compte. Et c'est aussi pour ça qu'on a mis ces outils en place. Donc, notre livre, premièrement, mais ensuite le magazine web sur notre site Les Extraordinaires, où du coup, en fait, on met en lumière d'autres initiatives comme celle du Reflet, donc des établissements qui ont vraiment tourné tous leurs projets entrepreneurial autour de l'inclusion, où du coup on a un partage d'expérience, on se rend compte que y a plein de manières de faire finalement, et c'est ça qui est riche. Et on met également en avant des employeurs ordinaires qui ont décidé un jour de se lancer dans l'aventure et d'intégrer une personne en situation de handicap. Et donc retour d'expérience, quels ont été les freins, quelles sont les forces. Et je pense que c'est super important en fait de pas enjoliver la chose, de pas se dire alors soit que tout va être très très compliqué et que du coup on s'en sent pas capable, ou ah là là ça va être génial, je me lance dedans. Non, faut vraiment prendre connaissance et se rendre compte des difficultés et de tout ce que ça apporte également avant de se lancer pleinement dans cette aventure. Delphine avait envie de vous poser une question également, et puis on me rappelle que peut-être que vous pourriez dire 2 mots sur la sensibilisation des personnes non handicapées, en tout cas sur les actions que vous avez dû mettre en œuvre éventuellement. Alors, Delphine. Oui, j'avais une question, Flore, sur le lancement d'un projet innovant tel que le vôtre. Il y a forcément des difficultés que vous pouvez rencontrer dans le lancement, mais également la mise en œuvre et puis la continuité, le développement. Je suppose que vous avez eu des moments de démotivation ou en tout cas un peu plus difficiles. Quels sont les ressorts que vous avez mis en place pour pouvoir rebondir et pouvoir faire en sorte d'avancer? Alors, des difficultés, oui, on en a eu que quelques-unes. Mais je pense que, comme tout établissement, les difficultés qu'on a rencontrées ces derniers mois, depuis l'ouverture de Paris en octobre dernier jusqu'à aujourd'hui, en passant par le Covid, les grèves et tout ça, c'est des choses que vivent tous les restaurateurs. Donc, embauchant des personnes en situation de handicap ou pas, de toute façon, voilà, c'est des difficultés qu'on rencontre tous. Il y a des moments qui sont un peu compliqués, effectivement, mais je disais tout à l'heure l'importance d'être super bien entouré, parce qu'effectivement, il y a des fois où on se sent un peu seul et démuni face à certaines situations. Donc, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Et c'est pour ça que moi, l'équipe avec qui je travaille est hyper importante et indispensable à la pérennité des restos. Et puis, comme je le disais aussi tout à l'heure, les moments où c'est compliqué, en fait, j'ai la chance de travailler avec des jeunes qui le sentent quand c'est compliqué, et je ne sais pas comment ils font, il y a un 6e sens. Et du coup, quand j'arrive au resto et que ça ne va pas et que je ne le montre pas, il y en a toujours un qui va avoir le mot, le geste, l'attention, qui en fait va faire tout oublier et se dire bon ok, c'est compliqué, mais c'est pour ça qu'on se bat, c'est parce que eux ils sont super, et puis qu'il faut qu'on continue pour eux. Merci beaucoup, Flore. Flore, j'ai l'impression que vous avez fait une future recrue, ou pas loin. En tout cas, si je dois interpréter la question, est-ce qu'on peut vous rejoindre, si c'est bien celle-là. Voilà, c'était sans doute avec beaucoup de, on va dire, de reconnaissance que Marie vous envoyait ce message. Et moi, je suis le chemin pour vous remercier vraiment pour ce témoignage. On peut peut-être aussi vous joindre, si vos coordonnées sont pas comment dirais-je, fermées. On peut vous joindre au restaurant pour ceux qui voudraient en savoir plus, et surtout pour ceux qui voudraient vivre cette expérience de cette relation avec cette personne, dont vous allez voir rapidement à travers le prochain film, un petit bout de vidéo, à quel point eh bien, ces personnes-là sont des êtres humains très attachants en quelques minutes de vidéo. Merci aussi pour ces images que vous nous avez envoyées, Flore. Merci à vous pour cette intervention. Pendant que nous passons cette vidéo, Tiffaine va nous rejoindre. J'en profite aussi pour remercier Delphine de sa participation, mais lui dire que nous ne la lâchons pas comme ça, puisqu'elle reviendra avec nous tout à l'heure pour que nous essayions de
prendre du recul sur ce management de la diversité dans la fonction publique. Alors tout de suite, une vidéo sur le reflet et sur ces salariés. J'ai fait d'autres stages à la Perverie en cuisine et en service. Voilà. Aussi à Saint-Félix, j'ai fait aussi un peu de cuisine. Oui, en stage avant en cuisine, à Pas-sous-Connaître. Je faisais plein de stages en dehors du reflet. Avant, j'ai fait un stage les AT. C'est un stage des couverts. Le ménage le matin, du propre, les gens venir, presser la table, chercher l'eau, chercher le pain. Je fais manger pour les clients. Alors moi, c'est salle et moitié cuisine. Parce qu'on change des rôles un peu comme ça. Moi, mardi, c'est la plonge. Une fois mercredi en cuisine. Jeudi au dessert, vendredi cuisine. Mes amis, c'est en cuisine et en salle. Midi et le soir. Au reflet, j'ai fait plutôt service. Je faisais un peu de tout. Ça veut dire au plat, le dessert, et puis et un peu de plonge aussi. Moi, je suis capable d'être sérieux quand nécessaire. Il faut concentrer pour le travail. Mon but à moi, c'est d'être sympa avec les autres. Et le boulot est boulot. Je suis là pour travailler et voilà. Je suis très sérieux. Pas un mot, rien. Thomas, il dit, Antoine, fais le truc. Numéro 1, s'il te plaît, et fais. Sympa, et gentil et cool. C'est bien que ça m'a bien passé. Il y a des clients régales. Super sympa, ils sont très polis et aimables. Mais tout. Mais quand même. C'est une personne handicapée. Il est très aimé, côté 1. Voilà, on prend travailler. Et ça, il est en cuisine, il est en salle. Pour mon coton et ma famille ici, ma famille à Paris ici, tout coton pour moi. Le boulot à Nantes, c'est mon parent Harvey. On est en Belgique avant, nage tout descend, il n'y a pas parlé avant. C'est que ça aussi important pour moi, pour le boulot. Pour ça, heureuse, pour moi, heureuse pour aujourd'hui. Voilà. J'ai un travail qui me plaît. C'est quelque chose à l'intérieur de moi. Moi, ça me plaît beaucoup trop pour moi. Moi, j'aime bien le reflet à Nantes. C'est grâce à tout le monde, je dirais. J'ai eu beaucoup de chance. Très heureuse. Merci fort, chérie, approché à Nantes. Merci beaucoup. Je suis heureux parce que j'aime bien. Je mange trop. C'est pas bien. J'espère que vous avez apprécié ce film. Nous entrons maintenant dans notre deuxième séquence. Alors, manager la diversité, nous l'avons appelé « En quoi la différence nous fait peur ?» Vous allez peut-être penser qu'on est un peu gonflé de faire ce lien aussi rapide que ça, mais vous allez comprendre sans doute dans quelques minutes. Avec moi, Tiffaine Le Brasilec, que vous connaissez tous, d'abord parce que c'est votre interlocutrice sur les Pays de la Loire, parce qu'elle a beaucoup préparé évidemment cette intervention avec moi. Enfin, ou plus exactement, j'ai essayé de préparer cette intervention avec elle, pour être tout à fait franc. Et ensemble, nous allons essayer de comprendre finalement ce qui se joue sur le plan notamment des représentations, sur le plan de ce que notre cerveau produit, pour justement pour éviter, ou en tout cas pour prendre conscience que beaucoup de nos postures de retrait sont en fait des postures, si ce n'est de peur, en tout cas d'un certain nombre de biais qui nous traversent.
Bonjour à tous, j'ai grand plaisir à vous rejoindre aujourd'hui pour cet après-midi et j'en profite aussi pour présenter Jérôme puisqu'il ne l'a pas fait par lui-même. Jérôme, fondateur du cabinet ADO Conseil, un cabinet spécialisé sur les questions d'emploi, de handicap et de management. Jérôme, également coach en systémie, nous viendra nous apporter à travers cette prise de recul toute son expérience de ce sujet. Merci Tiffaine. Alors, comme on l'avait commencé tout à l'heure dans la première séquence, je vous propose tout de suite de rentrer dans cette deuxième séquence avec un quiz. Donc, vous allez toujours sur votre onglet sondage, nous allons faire autant d'ailleurs, et vous découvrez la deuxième question. Donc, d'après vous, pourquoi la différence fait peur? Alors là, vous avez la possibilité de répondre avec un choix multiple. Première réponse A, car elle risque de mettre en péril la performance de l'équipe. Réponse B, car elle risque de susciter des tensions entre les personnes. Réponse C, car elle nous embarque dans un inconnu et nous fait perdre nos repères. Quelques secondes. Bon, vous allez commencer à croire que chaque fois qu'on a une dernière question, il faut privilégier celle-ci, puisque pour le moment, vous êtes encore majoritaire pour nous dire « car elle nous embarque dans un inconnu et nous fait perdre nos repères ». À vrai dire, les trois réponses sont évidemment justes, car elle risque de mettre en péril la performance de l'équipe. Ça peut être en tout cas une crainte. Comment arriver à déjouer cette crainte? Ça, c'est la question auquel nous allons essayer de répondre, car elle risque de susciter des tensions entre les personnes. Et oui, quand c'est mal géré, c'est probablement ce qui arrive. Mais quand elle nous embarque dans un inconnu, nous fait perdre nos repères, évidemment. Alors, quels sont les repères que nous perdons? Eh bien, je propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la slide suivante que Tiffaine va illustrer. Oui, prenons un petit peu de recul et puis un petit peu de recul dans le temps également, puisque nous revenons au temps primaire, on va dire, en nous interrogeant sur cette question: pour quelles raisons sommes-nous confrontés à des peurs? Le cerveau humain, finalement, il a été façonné au cours des siècles pour nous permettre de survivre et de perdurer en tant qu'espèce humaine. Il est donc la conséquence d'un apprentissage sur des millénaires. Globalement, on peut dire aujourd'hui que deux stratégies majeures ont été développées par l'homme grâce à son cerveau, donc on peut le remercier, soit la fuite ou soit le combat quand on se retrouve nez à nez avec un ours. Que se passe-t-il alors dans notre cerveau? Eh bien, notre cerveau est composé avec des capteurs, qui sont les sens, les yeux, le toucher, enfin les oreilles évidemment, qui nous donnent un certain nombre d'informations et qui vont nous envoyer de l'information. Cette information, au fur et à mesure de la vie, cette information est stockée et analysée, interprétée, et va être reproduite, en tout cas pour nous envoyer les bons signaux. Et puis, ces sens-là dans le cerveau donnent une information au cerveau qui va déclencher un certain nombre de choses, dont notamment la sécrétion d'hormones qui va permettre d'adopter, enfin de nous permettre d'adopter, c'est-à-dire le corps tout entier, le comportement adéquat. Alors, dans le dessin que vous allez voir affiché, eh bien, vous allez comprendre ce qui se joue. Là, vous avez un zèbre qui a vu une lionne. Eh bien, qu'est-ce que va lui permettre la décharge d'adrénaline? De se concentrer sur une seule chose, sa survie. Et sa survie passe par la course. Et donc, les muscles vont être capables de fournir un effort beaucoup plus intense dans un laps de temps très court, évidemment. Hein, ça ne donne pas des surcapacités ou des surpouvoirs. Et ça va surtout permettre aussi, eh bien, pour lui, de regarder juste ce qu'il faut, c'est-à-dire focaliser son attention sur ce qui va lui permettre aussi de pouvoir retrouver une porte de sortie, un endroit pour se cacher, que sais-je, un arbre, peut-être pas pour les zèbres. Enfin bref, quelque chose qui va être uniquement centré. Vous comprenez que dans cette vision extrêmement centrée sur le mode survie, eh bien tout le reste va échapper aux zèbres. C'est pas son problème ce jour-là. Ok ? Voilà, donc la peur, et donc c'est une réaction naturelle de défense. Alors, quand on parle de la peur aujourd'hui, c'est parce qu'elle est intéressante à analyser comme l'une des fonctions, l'un des biais qui est donné, mais c'est valable pour le reste. Vous savez que de la même manière, quand on voit une scène sympathique à la télévision à côté de nous, quand on est pris dans les bras, eh bien en fait, on va lâcher d'autres formes d'hormones qui vont faciliter notre attachement, etc. Donc le corps est fait pour réagir et s'adapter à ces différentes situations. Mais pour le moment, arrêtons-nous encore quelques secondes sur la peur.
sur la peur, et encore une fois, on va se demander pourquoi remercier notre cerveau qui nous a permis de traiter cette peur et un petit peu enfin même pas un petit peu, de survivre complètement à travers les millénaires. Notre cerveau, alors on a l'image de cette femme qui va s'afficher voilà, dans quelques instants, et on passe 150 000 ans en arrière en se demandant ce qui lui a permis de survivre. Alors, cette femme, elle est en train de ramasser des fruits ou des baies, on ne sait pas trop, mais quelque chose pour se nourrir. Et tout à coup, elle entend un bruit dans les feuilles. Quelles sont ces différentes réactions possibles? C'est ce qu'on va voir sur la slide suivante. Alors, première hypothèse, cette femme, elle est très zen et donc elle aime bien vivre, prendre le temps de respirer, de vivre l'instant présent. Et donc, elle se dit nécessairement, ce n'est que le vent, car des bruits de feuilles, franchement, la plupart du temps, c'est du vent. Alors, il y a deux possibilités à partir de cette première hypothèse, c'est-à-dire cette première interprétation. Elle a raison. Elle continue à récolter ses baies et honnêtement, elle vit pas trop mal. Et puis, il y a la deuxième hypothèse, c'est qu'en fait, ce n'était pas le vent, et c'était effectivement un prédateur. Et alors, à ce moment-là, eh bien, elle n'est plus là, en tout cas aujourd'hui, c'est sûr, mais elle n'a plus été là très longtemps pour s'en souvenir. Et donc, on voit bien déjà, on commence à apercevoir que si on descend d'une espèce particulière, ou en tout cas d'un mode de tempérament particulier, c'est probablement pas de cette femme, parce que la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, mais la cinquième fois, c'est trop tard. Si ces capteurs ne lui permettent pas de détecter qu'il pourrait y avoir, eh bien, le conditionnel est déjà trop tard pour lui permettre de réagir comme il faut. Alors, en effet, que si cette femme qui était tranquillement en train de ramasser ses baies a détecté qu'il s'agissait, par exemple, d'un ours ou d'un fauve ou d'un danger réel, cette femme va prendre ses jambes à son cou et quitte à perdre son butin, quitte à avoir faim un petit peu plus tard, mais au moins, elle va assurer sa survie et pouvoir transmettre la vie de génération en génération. Alors, en résumé, si nous regardons les deux images en parallèle qui vont être affichées, eh bien, en fait, on a une attitude zen et on a une attitude stressée. Alors, dans notre monde d'aujourd'hui, sommes-nous absolument obligés de choisir l'une ou l'autre des attitudes? Avons-nous besoin de survivre? Alors, bien évidemment, on continue à être attentif au crissement de pneus, par exemple, au bruit un peu fort qui pourrait laisser supposer qu'il puisse y avoir un danger. Mais est-ce que, pour autant, on ne doit pas aussi mobiliser d'autres formes, on va dire, de réaction? C'est un peu la question qu'on va poser maintenant, à partir notamment de ce qui se joue via les biais cognitifs. Absolument, car en fait, nous avons vu à l'instant que notre cerveau va créer des raccourcis pour interpréter la situation et prendre, en fonction de ces raccourcis, différentes hypothèses. Notre cerveau, en effet, on se retrouve assez stressé puisqu'on reçoit et on traite énormément d'informations. Et donc, notre cerveau va créer à cette intention des biais cognitifs, donc ces fameux raccourcis, afin de résoudre 4 principales situations problématiques qui se posent à nous. Première situation que nous connaissons tous, nous avons la nécessité d'agir très vite. Deuxième situation qu'a déjà évoquée Tiffaine, nous avons beaucoup d'informations qui nous traversent et donc nous devons forcément faire le tri. Nous ne sommes pas capables de traiter toutes ces informations en même temps. Alors, heureusement, même si nous recevons beaucoup d'informations, nous avons également une mémoire, nos souvenirs, mais on ne peut pas demander à notre cerveau de stocker tous ces souvenirs que nous amassons chaque jour. Alors, nous mémorisons les parties qui nous semblent les plus utiles, quitte à délaisser d'autres informations qui pourtant auraient pu servir dans un certain contexte. En conséquence, quand on met ces 4 éléments essentiels à notre compréhension du monde et à notre capacité d'agir, eh bien, en fait, on se rend compte que nous cherchons en permanence du sens. Et ça, c'est aussi un biais que notre cerveau crée, à défaut d'avoir toutes les informations, de comprendre, en tout cas dans le laps de temps qui lui est demandé, c'est-à-dire souvent dans l'urgence, eh bien, notre cerveau va créer du sens. Créer du sens, parfois, sans que ça ait beaucoup de rapport, ou en tout cas avec une prise de risque sur la réalité qui est extrêmement postures qui ne sont pas les plus adaptées. On va essayer de vous faire vivre maintenant quelques expériences pour vous faire ressentir ces 4 situations problématiques que notre cerveau traite et qui nous font prendre des raccourcis parfois un petit peu à nos dépens. Alors, le premier élément sur lequel on a abordé tout à l'heure, notre nécessité d'agir vite, on vous propose une première expérience avec
cet exercice qui va peut-être vous rappeler vos heures de mathématiques par le passé, et une petite énigme, et je vous invite à utiliser le chat pour nous fournir votre réponse spontanée. À votre avis, une batte et une balle coûtent 1,10 €. Si la batte coûte 1 € de plus que la balle, combien coûte la balle? Je vous laisse quelques secondes et je vous invite vraiment de manière spontanée à... vous avez le droit de prendre un papier et un crayon si vous le souhaitez, mais on ne va pas y passer trop de temps, à nous répondre sur le chat et à nous fournir votre réponse. Alors, est-ce que quelqu'un va se lancer? On a plusieurs réponses. Cathy Fortin qui nous dit 1,05 €. Nathalie Vavasseur, 10 centimes. Alors, on n'est pas d'accord. 10 centimes, 10 centimes. Eh bien, a priori, on avance sur notre démonstration car finalement, la majorité n'a pas raison. Et c'est Cathy Fortin qui a trouvé la bonne réponse. En effet, si la balle coûte 10 centimes seulement et la batte donc 1 €, nous avons un écart de 90 centimes. Donc, ce n'était pas la réponse que l'on souhaitait. Et donc, c'est en effet 1,05 € et la balle coûte seulement 5 centimes. Ainsi, nous avons bien 1 € de différence. Là, notre cerveau, en répondant spontanément 10 centimes, a pris un raccourci. Et ce biais cognitif, finalement, nous indique que nous préférons les options les plus simples plutôt que les plus complexes qui nous mobilisent davantage de réflexion. Et c'est un raccourci tout à fait naturel sur lequel il faut simplement être un peu vigilant. Deuxième exercice, immédiatement, vous allez voir apparaître sur ce dessin une question. Et donc, vous allez, vous aussi, essayer de pouvoir répondre alors, via le chat à cette question qui vous est posée. Encore une fois, on vous invite, voilà, si vous arrivez à répondre à cette question, on vous invite à formuler votre commentaire sur le chat. Et si vous creusez la tête, vous avez également le droit de nous en faire part. Donc, sachant que plus vous mettrez du temps, plus cette question va vous poser question. Pour le moment, ça sèche. Hein. Bon, j'ai fait vivre l'expérience à quelqu'un de mon entourage hier après-midi et on a mis à peu près 100 minutes à trouver Alors, on a Isabelle la réponse. Qui se lance. Merci Isabelle qui dit il manque le 0. Et Patrick qui avait révisé, je suis sûr, nous dit il y a 2 fois 2, 2. Voilà. Merci Patrick pour cette réponse que nous vous aurions donnée, bien sûr. En fait, vous avez vu, les chiffres sont disposés d'une manière particulière. D'abord, vraiment au centre, très gros, avec des couleurs différentes. Donc, notre regard est immédiatement attiré vers cette particularité, cette bizarrerie qui est une phrase toute simple, qui est précédée, qui est suivie par des chiffres qui ont l'air d'être l'essentiel. C'est d'ailleurs là-dessus que jouent les publicitaires, sur le fait de capter le regard et de l'emmener vers quelque chose qui est ce qu'ils veulent permettre de faire passer comme message. Et ce qui était compliqué de voir, c'était êtes-vous capable de trouver l'erreur, puisque ça, en fait, notre cerveau lit automatiquement, il ne cherche pas à faire des raccourcis, enfin, il ne cherche pas, je veux dire, à analyser mot par mot, au contraire, il fait des raccourcis. Voilà, donc, une manière de gérer le trop d'informations qui nous arrivent, c'est de faire des raccourcis, et je pense que certains d'entre vous n'ont pas eu le temps de trouver quelle était l'erreur, mais ont dû quand même se gratter la tête pendant quelques secondes, si j'en juge le blanc qu'il y a eu après la question. Alors, troisième élément, nous avions évoqué les souvenirs. Nous en avons tous des milliers, des milliards dans notre tête qui s'entrechoquent et ils jouent également dans notre compréhension du réel. Alors, on vous propose maintenant quelques heuristiques. Alors, les heuristiques, on peut, un mot un peu peut-être compliqué, mais c'est finalement nos pensées routinières, les pensées qui sont un peu dans la vie sociale, parfois communément admises, mais on vous propose aujourd'hui de les remettre un petit peu en question. Alors, tout à l'heure, on a pu avoir un exemple parfait pour la première citation. La majorité a raison. Eh bien non, c'est pas toujours le cas. On l'a vu tout à l'heure. D'autres phrases que l'on peut prononcer les uns et les autres dans notre quotidien. Et voilà, c'est normal. La première impression est la bonne. Ce qui est rare est cher. L'union fait la force. J'imagine que vous connaissez tous ces célèbres adages. Finalement, nous empruntons tous ces couloirs et ces raccourcis. Ils sont issus de nos propres expériences, de notre environnement social et familial, de ce qu'on nous a appris, inculqué, entendu dans les fêtes de famille, à l'école, etc.
ils sont également parcourus d'idées reçues. Donc, il faut le prendre avec des pincettes. On a eu un exemple tout à l'heure. Peut-être, Jérôme, tu souhaites compléter avec quelques exemples? Oui, enfin, on peut dire la majorité a raison. Vous avez vu, l'illustration a été faite, mais la majorité a raison. C'est comment fonctionnons-nous dans notre capacité à pouvoir, par exemple, décider où aller, d'un plan d'action commun dans lequel on va essayer de voir quels sont les principaux ingrédients. Et quand on se met d'accord, on a l'impression, par exemple, la recherche de consensus, on a l'impression qu'en fait, on a raison. Pas forcément. On n'a pas forcément objectivé complètement. Ce qui est officiel est important. Vous vous souvenez d'un certain nombre d'expériences avec des blouses blanches. Mettez une blouse blanche et faites faire à peu près n'importe quoi à ce que vous voulez. Je ne vais pas faire de raccourci pour vous parler de la crise du Covid, mais vous avez vu à quel point ça nous a un peu embrouillé aussi. Et puis, il y a d'autres expériences qui ont été montrées. En fait, ce qui se passe, c'est que nous avons un peu de propension à effacer des spécificités pour former des généralités. Ça, c'est ce qu'on appelle les heuristiques ou les pensées routinières. Mais c'est aussi gravé à partir de l'expérience que nous avons ou de choses que nous avons pu entendre. Si nous avons entendu toute la vie nos parents nous sortir un certain nombre d'adages qui avaient l'air d'être frappés dans le marbre, comme on dit, eh bien, effectivement, on les reproduit, on est convaincu que c'est le cas. La première impression est la bonne, par exemple. Vous voyez, dans le recrutement, si on se dit la première impression est la bonne, alors qu'est-ce qu'on va faire en matière de discrimination? On peut s'interroger. Voilà, je vous propose un autre exercice maintenant pour vous montrer sur la question de la recherche du sens, de la manière dont nous sommes en capacité de construire nos récits. Ici, la régie veut bien nous faire passer la vidéo. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe sur cette vidéo? Eh bien, je vous propose de vous concentrer un petit moment sur la personne qui est au milieu, donc la silhouette qui est au milieu, et vous allez essayer d'identifier dans quel sens elle tourne. Voilà. Et puis, vous allez poser un moment votre regard, pas très long, sur la figurine de gauche, et vous allez vérifier si, bien en fait, le sens de la personne du centre ne s'est pas inversé ou si c'est resté constant. Si c'est le cas, allez de nouveau sur la figurine de droite cette fois-ci. Et vous allez voir que votre cerveau va, par analogie, immédiatement, eh bien, trouver une référence qui est celle de l'information complémentaire. Alors, l'information complémentaire dans les figurines, elle est donnée par les traits qui ont été mis de couleur et qui est supposé qu'il y a un à droite et un à gauche. Et donc, vous avez, par ces représentations de traits, alors que ce sont les mêmes figurines, deux sens opposés qui vous sont donnés, même si c'est uniquement des traits de couleur qui ont été mis. Et vous allez voir à quel point ça joue sur votre cerveau. Voilà, ce qu'on peut dire de ça, c'est que quand une information complémentaire nous est donnée, notre cerveau d'abord enrichit sa compréhension du réel et nous permet d'être un peu moins dans l'imagination du récit, mais un peu plus dans la capacité à objectiver ce qui se passe. Et c'est bien l'enjeu de ce webinaire que de montrer que nous avons une capacité à pouvoir prendre du recul, et derrière prendre du recul, ne pas céder à nos premières pensées qui parfois nous trompent beaucoup. Et cette expérience nous permet également de nous rendre compte que avec un même objet, deux personnes peuvent percevoir la réalité différemment. Donc voilà, encore une fois, l'impératif de ne pas rester campé sur son propre récit, sa propre impression, mais de partager, d'agir collectif. On en parlera tout à l'heure. Je vous propose également une autre slide dans laquelle vous allez voir qu'un travail important de recensement a été fait sur les biais cognitifs. Alors, je ne vous cache pas qu'il était impossible de vous montrer l'image, sauf à faire des zooms, d'une manière aussi détaillée qu'elle apparaît quand on est en impression à 3, par exemple, ou quand on est sur un ordinateur. Mais je vous encourage vraiment à aller observer ce que ce tableau, cette espèce de graphique, voilà, en espèce d'étoile, donne comme type de biais qui se crée justement, et la raison pour laquelle il donne ces biais. Alors ce que vous avez ici, c'est plus la liste un peu exhaustive, entre guillemets, des biais qui ont été découverts. Il y en a 200, vous avez passé sans doute un peu de temps. Plus intéressant encore est d'arriver à comprendre comment ces biais se mettent en place et à quoi ils font référence, et puis comment évidemment arriver à en sortir. Alors par exemple, sur la manière dont nous stockons l'information, qui est un des éléments dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité de la mémoire à faire souvenir d'eux, enfin en tout cas à nous ressortir quelque chose au moment présent, eh bien on a globalement les stéréotypes qu'on a vus tout à l'heure, mais il y en a d'autres et vous allez voir que ces stéréotypes disent quelque chose de nos idées reçues qui ne sont pas en fait des vraies idées.
Sur la nécessité d'agir vite, par exemple, on va s'apercevoir que certains biais, comme le statu quo, le biais d'inertie, le biais d'ancrage, notre capacité soit à ne pas avoir envie de bouger par rapport à quelque chose et à penser que rester dans la situation telle qu'elle est aujourd'hui est meilleure que nous parce qu'on prend moins de risques, ce qui est complètement un biais, parce que c'est pas la raison. Quand on n'est pas bien dans sa situation, ben, en fait, on a largement intérêt à essayer de faire autre chose plutôt que de rester sur place. Et le biais d'ancrage, ça veut dire aussi, puisqu'on a toujours fait comme ça, on va continuer à la faire autant. Voilà. Le sens, la recherche du sens, il faudrait que nous parlions aussi de l'aversion à la perte. Quand nous sommes engagés, par exemple, dans un travail qui nous a déjà demandé beaucoup d'efforts, eh bien, quand bien même nous nous rendons compte que ce travail n'a pas forcément toute la portée et l'impact, eh bien, nous allons continuer jusqu'au bout. On a déjà trop investi là-dessus. Donc, vous voyez bien qu'il y a ce biais aussi d'aversion ou l'effet de halo, et puis parce que nous générons aussi trop d'informations, parce que notre cerveau n'est pas capable d'absorber cette information, eh bien, il y a aussi des biais d'optimisme et des normes sociales qui se mettent en œuvre, car il nous faut simplifier la réalité. Voilà ce que vous allez découvrir, et bien plus, évidemment, si vous projetez dans ce fameux codex des biais cognitifs. Alors, nous avons vu plusieurs choses à l'instant à travers toutes ces expériences et informations. Nous avons vu que le stress, finalement, bah, c'était quelque chose de naturel, en tout cas d'inhérent à l'être humain. Alors, même si aujourd'hui, on est assez peu souvent nez à nez avec un ours et on a des moyens de relativiser ce stress, même s'il reste présent dans nos organisations. Et nous avons également vu ensemble que notre cerveau crée en permanence des biais cognitifs et parfois peuvent tromper notre cerveau. Alors, que peut-on faire avec tout cela aujourd'hui et que peut-on faire dans notre quotidien professionnel pour jongler avec tout ça? Un premier élément qu'on avait envie de vous communiquer, c'est d'apprendre à douter en permanence. C'est ce qu'on a voulu vous montrer à travers les différentes expériences qu'on a menées, alors assez courtes, mais qui nous permettent de se questionner, de prendre du recul, de jamais rien prendre forcément pour acquis, ou du moins de se remettre en question régulièrement, parce que forcément, ce que nous renvoie la réalité n'est pas toujours le réel. Alors, le deuxième tableau en haut à droite, c'est user, et j'ai envie d'ajouter abuser de l'intelligence collective. Pourquoi? Parce qu'elle enrichit naturellement notre vision. Notre capacité à voir le monde est infime par rapport à la capacité conjuguée de tous ceux qui nous entourent. Donc, n'hésitons pas, surtout quand nous nous mettons dans une posture de doute, à aller demander aux autres ce qu'ils en pensent, et ça apporte des éclairages évidemment très très importants. Et pour poursuivre ce cheminement donc d'intelligence collective, on va également vous conseiller de mettre en place un processus de décision collégiale. C'est ce qu'on voit d'ailleurs à travers les cellules maintien dans l'emploi, on voit les approches pluridisciplinaires, etc., qui nous permettent finalement d'élargir notre compréhension avec différents points de vue de différents professionnels qui n'ont pas la même expérience, le même vécu, dont les repères vont être également différents. Et cela va faciliter la sortie de la pensée routinière, donc de la pensée un peu automatique. Et ça va nous permettre également, en tout cas on va s'efforcer de passer d'un système de pensée immédiat, donc un peu action-réaction, et on a tout de suite une phrase voilà, qui sort immédiatement, plutôt à un système de pensée réfléchi où on se prend le temps de prendre du recul. Le fameux système 1 et système 2 qui a été modélisé très souvent et pour lequel il est utile de se remémorer en fait comment il fonctionne. Alors déjà, peut-être sans rentrer dans ce détail-là que nous avions déjà présenté dans d'autres webinaires, nous dire simplement être conscient de là où nous sommes en train de mettre notre tête, c'est-à-dire de vivre. Est-ce que nous vivons dans l'instant présent? Est-ce que nous sommes présents à ce que nous vivons? Ou est-ce qu'au contraire, nous vivons en référence à un passé qui est peut-être nostalgique, un passé qui nous fait peut-être souffrir, un passé dont on a du mal à se départir? Au contraire, dans le futur, est-ce que nous sommes davantage plongés sur le fait qu'il faut que, voilà, et autour de ça, sur peut-être des objectifs qui ne sont pas le reflet de la réalité, qui sont simplement une volonté de pouvoir se projeter, mais dans la réalité, la seule chose que nous vivons, c'est vraiment justement l'instant présent. Alors, cette capacité de vivre dans l'instant présent nous fait prendre nécessairement du recul, paradoxalement, sur notre capacité à pouvoir faire les bons choix. Car vivre dans l'instant présent, c'est ralentir le rythme, c'est respirer, c'est-à-dire se souvenir que cette respiration qui nous est donnée automatiquement est la plus belle chose sans doute qui nous soit donnée, et à partir de là, d'ouvrir des espaces qui sont ces fameux espaces de réflexion et de prise de recul. Alors, si nous essayons de faire peut-être une mise en perspective de ce que nous avons vu
tout à l'heure, dans cet exposé. On a beaucoup parlé des peurs. Alors les peurs, ce n'est pas évidemment la seule chose qui est importante dans le management de la diversité, mais en même temps, la peur, elle dit quelque chose de la crainte de la différence, c'est-à-dire de ce que nous ne connaissons pas encore, parce que notre cerveau n'a pas été habitué à pouvoir traiter des informations qu'il ne connaît pas encore. Plus exactement, ça lui demande un effort complémentaire. Donc, quand nous n'avons pas vécu une situation, il est très probable que cette situation génère de la crainte ou de la peur. Voilà. Vous avez vu dans les témoignages qui étaient donnés tout à l'heure que très rapidement, nous nous attachons à ces visages que nous rencontrons. C'est vrai que ceux qui ont mis déjà leur pas dans cette expérience, qui ont commencé à rencontrer des personnes, à avoir une relation avec eux, en fait, ne considèrent plus que les personnes sont d'abord en situation de handicap, mais considèrent d'abord que ce sont des personnes, que ces personnes, il y a déjà une histoire, un récit qui se fait avec elles, et qu'il y a des tas de qualités, en même temps sans doute que des contraintes, comme c'est le cas pour chacun de nous. Voilà. Et puis, apprendre à changer de paradigme, eh bien, c'est en fait relativiser, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, relativiser ce qui nous apparaît comme des premières informations pour justement arriver à trouver d'autres formes de réponses qui sont des réponses plus adaptées. Dans le management au quotidien, eh bien, relativiser, c'est peut-être se mettre à un moment donné autour d'une table pour se dire, est-ce que notre mode de fonctionnement, est-ce que la qualité de les relations, est-ce que l'écoute que j'ai vis-à-vis de l'autre, est-ce que la croyance, est-ce que celle-ci n'a pas besoin d'être un peu dépoussiérée, peut-être repensée à l'aune de ce qu'on a envie de construire, de ce qu'on a envie de construire de bien, de ce qu'on a envie de construire qui a du sens, et aussi de la manière dont nous avons ensemble envie de le construire. C'est ce que nous voulions porter comme élément, on va dire, de réflexion avant de rentrer dans ce troisième temps de management de la diversité. Et pour cela, je vous propose maintenant de passer un film, une vidéo, qui vous permettra de découvrir une expérience dans la fonction publique, dans un hôpital, pour être plus précis, et à partir duquel nous allons réfléchir ensemble sur ce qu'est manager la diversité dans la fonction publique. Moi, quand je suis arrivé, j'étais arrivé le 3 avril 2017. J'étais accueilli par une personne qui s'appelait Monsieur Mallard, qui m'a présenté, qui m'a fait une visite des locaux. Il nous a proposé, via la DRH et via Cap Emploi, l'intégration de Rémi dans notre équipe. C'est un projet qui nous a intéressés pour plusieurs raisons. D'abord, la première, parce que aujourd'hui, recruter des professionnels en restauration collective, ce n'est pas forcément quelque chose de facile. On n'a pas énormément de candidats pour venir travailler dans ce secteur-là. Ce n'est pas un secteur qui est très connu du monde hospitalier, la restauration collective. Et puis, deuxièmement, parce que on a une obligation d'intégration de personnel handicapé dans le cadre de la réglementation de la loi, et que ça nous a paru intéressant de nous, service restauration du CHD, de participer, de prendre en charge une partie de cette obligation réglementaire. M. Degnaud Jérémy, mon tuteur, m'a montré tout ce qu'il fallait faire, et donc je suis assez content qu'on me fasse de plus en plus confiance. Moi, pour mon intégration, j'avais tous les mois un entretien pour voir ce qui allait, ce qui allait pas, ce qu'il fallait que dans quoi je devais évoluer pour que je sois vraiment le plus professionnel possible. Ça a duré pendant 2 ans, et donc on continue sur cette voie-là. Les différentes étapes qu'on a mises en place, c'est d'abord et avant tout de l'information et de la sensibilisation. À 2 niveaux, une première sensibilisation auprès de l'encadrement, pour être sûr d'être en capacité d'intégrer le nouvel agent dans de bonnes conditions, au regard effectivement de nos modes de fonctionnement et puis de ses éventuelles difficultés. Et puis la deuxième phase a été aussi une sensibilisation du personnel, parce qu'on est malheureusement dans une société où
où la différence fait toujours un petit peu problématique, et il a fallu sensibiliser les agents à avoir une vision des choses un petit peu plus, je dirais, moderne, et être en capacité d'intégrer et de comprendre quelles étaient les raisons, quelles étaient aussi les difficultés, et qu'est-ce qui pouvait être fait pour pouvoir intégrer Rémi dans de bonnes conditions. Il y a eu, je dirais, un travail collégial aussi avec Cap Emploi, avec les gens qui suivent Rémi, pour s'assurer que les choses se passent dans les meilleures conditions. C'est vrai que ça a demandé un petit peu plus de temps au départ qu'une intégration classique, parce que je dirais que le mode d'apprentissage et le mode d'intégration est un peu différent pour Rémi qu'il peut l'être pour la grande majorité des gens que nous intégrons, mais c'était une expérience extrêmement riche et extrêmement intéressante. Il y a eu tout un travail d'identification des missions, de réflexion sur quels étaient le poste sur lequel il pouvait travailler. Et puis, ça c'était dans une première phase. Et puis dans une deuxième phase, grâce à la bonne volonté et au travail de Rémi, aujourd'hui on est capable de l'intégrer sur davantage de postes. Ce qui lui permet d'avoir toute sa place et une place à part entière dans l'équipe de restauration, au même titre que n'importe quel autre agent de l'équipe. Ce week-end, c'est la première fois où je vais être deux week-ends de 9-17, donc c'est un peu différent par rapport à d'habitude, mais je vais m'adapter et pas être stressé et puis faire mon boulot comme je sais faire. Je remercie vraiment tout le personnel, tous les dirigeants qui m'ont épaulé pour que je sois le plus à l'aise possible. Monsieur Dehamar m'avait précisé que le but était que je sois considéré comme un membre de l'équipe à part entière, normal, et non reconnu comme travailleur handicapé. Et c'est ce qui m'a permis d'être bien intégré, avoir confiance en moi. Mais on m'a souvent dit que c'était pas grave si je faisais des erreurs, parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et je mets en application tous les conseils qu'on me donne. Cap Emploi propose une mission d'aide à l'intégration et à la sécurisation de la prise de poste pour les personnes en situation de handicap. Elle est proposée aux employeurs privés, publics, aux travailleurs indépendants. Nous pouvons être sollicités par les employeurs ou les personnes, même si nous ne sommes pas intervenus sur le recrutement en tant que tel. Nous proposons un diagnostic afin de définir une intervention adaptée à la situation. Dans notre exemple, nous avons mobilisé une structure experte qui est intervenue sur les premiers temps du contrat afin de proposer des outils pour une meilleure prise d'autonomie du salarié. Et puis il y a eu un autre élément important qui a été mis en place, c'est la sensibilisation de l'équipe de travail qui a été vraiment aussi un élément déterminant pour la bonne sécurisation de la prise de poste. Donc nous avons eu à travers cette vidéo un exemple concret d'accompagnement et d'accueil et d'intégration d'une personne au sein d'un service. Et nous avons la joie d'avoir aujourd'hui parmi nous Christine Rivière du Cap Emploi 85. Christine, vous avez donc accompagné cette situation voilà, à partir du moment où on vous a sollicité, de ce qu'on a pu s'en dire. C'est Rémi, donc l'agent, qui vous a sollicité en premier. Voilà. Et j'ai envie de vous poser comme question, pour commencer, ce que vous retenez un petit peu comme levier de réussite qui ont facilité l'arrivée de Rémi et son insertion au sein de cette équipe. Alors, on me dit que votre micro est déconnecté. On va juste en régie remettre le micro. Voilà, c'est bon. C'est mieux. Bonjour Christine. Voilà, c'est bon, c'est parfait. Bonjour, on vous entend. bonjour à tous. Merci de m'accueillir.
Alors, pour revenir à votre question sur les leviers, je pense qu'une des clés, ça a été c'est évoqué dans la vidéo, ils ont pris le temps de l'accueillir, je pense, Rémi, d'évaluer aussi les postes sur lesquels il était le plus à l'aise. Ils ont cheminé, voilà, pas à pas avec lui. Il y a eu, je pense aussi, l'identification assez rapidement de tuteurs, de personnes référentes pour Rémi, qui pouvaient être voilà, en lien avec lui et l'accompagner sur la prise de poste et en référence, voilà, sur les questionnements qu'il pouvait avoir. Donc je pense qu'ils ont fait en sorte de mailler, d'accompagner dès le démarrage du contrat. Donc, nous, on a été effectivement mobilisés par Rémi. Il avait fait la démarche en direct, il avait postulé auprès du service ressources humaines du CHD et il nous a mobilisés. Il était sur des contrats de CDD et dès le premier contrat, il nous a sollicité pour savoir si on pouvait effectivement également contacter l'employeur et l'accompagner sur sa phase d'intégration. J'avais une question aussi, enfin en tout cas peut-être une interrogation aussi, Christine, dans ce que vous nous donnez comme élément favorable. Vous nous dites le temps. Eh bien, le temps, c'est peut-être quelque chose sur lequel nous sommes le moins au clair en termes de management. Le temps, c'est la productivité, c'est la rapidité avec laquelle il faut qu'on exécute. Et en même temps, quand on parle du temps, on identifie en fait qu'il y a un paramètre majeur qui est celui de la performance à court terme. Et Dieu sait si pourtant, quand on a une équipe qui tourne avec des gens qui partent, des gens qui sont malheureux, etc., l'efficacité est vraiment remise en cause. Donc, je voulais souligner ça, qui était intéressant dans votre expérience. Il le dit d'ailleurs, hein, Jérémy, pardon, il dit il faut un peu plus de temps. Et voilà, donc ça c'est quelque chose qui est important. Comment vous faites pour arriver à sensibiliser les managers justement sur ce temps qu'il faut prendre? On s'appuie sur des exemples qu'on peut avoir par ailleurs. Alors là, en l'occurrence, on rencontrait un manager qui avait déjà cette sensibilité et déjà eu cette démarche-là auparavant. Après, dans notre travail de sensibilisation, je dirais au quotidien, voilà, on leur dit, mais je pense alors c'est du temps, mais c'était aussi du temps. Faut essayer de valoriser. C'est pas que de la perte, ce temps-là. C'est pas que de la perte de temps. C'est aussi valoriser tout ce que Rémi, là, en l'occurrence, était capable de faire et de bien faire. Il arrivait avec des compétences. Hein. C'est aussi pour ça qu'ils ont choisi de le recruter. Donc après, c'est aussi construire des choses solides dans le temps pour demain peut-être être aussi sur du gain de temps. Mais après, voilà, on essaye de le formuler comme ça, c'est se donner les chances de pouvoir réussir et sur du moyen long terme aussi. Et donc peut-être au départ avoir le sentiment d'en perdre mais pouvoir en gagner après. C'est un peu, je dis pas que c'est pas impensif, mais voilà, de dire c'est construire des choses solides. Et avec Rémi, c'était ça. On identifie bien là où il est à l'aise, là où il va prendre confiance, parce que c'était aussi l'enjeu par rapport à sa situation de handicap, voilà, le fait qu'il prenne bien confiance pour après aller sur de nouveaux postes et donc gagner aussi en polyvalence et puis aussi en productivité par rapport aux attendus du travail et puis de l'employeur. Donc on l'argumente de cette façon-là. On a une question, Christine, et après je laisserai ma place à Delphine Belgardrieux pour qu'elle puisse également interagir avec vous. Et je m'éclipserai dans un instant, mais on a une question de Florence sur le chat qui nous demande quel type d'organisme est intervenu ensuite pour accompagner Rémi. Et on en avait parlé en préparant cet échange, donc peut-être que vous pouvez revenir justement sur ce tiers que joue le rôle de Cap Emploi, mais également l'intervention extérieure qui a eu lieu.
Tout à fait. C'est intéressant parce qu'effectivement, on n'était pas tout seul. L'intérêt, c'est qu'on peut mobiliser des structures expertes. Donc, en fait, on fait appel à un outil que l'on a qui sont des prestations d'appui spécifiques. Et on va mobiliser une structure experte. Donc, je dirais que c'est un outil que l'on a et qui a un financement FIPHFP dans le cadre des fonctions publiques, AGFIP dans le cadre du privé. Et puis, donc, il y a des structures expertes par rapport à des typologies de handicap. Là, en l'occurrence, on était sur une typologie de handicap de Rémi. Et donc, on les sollicite, on évalue le besoin. Ça a été échangé en amont avec Rémi, son employeur. Et donc, on les a sollicités. Il y a eu une rencontre tous ensemble au sein de la cuisine. Et puis, il y a eu un accompagnement individuel fait par la personne de la structure qui a essayé d'outiller, mais assez simplement aussi, Rémi sur... voilà, je pense j'ai un exemple, un tableau où il posait voilà les missions que j'ai à faire, comment je les ai réalisées dans la semaine, comment ça s'est passé, quelles difficultés j'ai pu rencontrer, un tableau assez simple pour qu'il puisse s'en saisir et un peu s'auto-évaluer de façon autonome et puis pouvoir après en débriefer avec des temps identifiés avec son manager qui puisse prendre ce temps-là et puis s'appuyer sur son tableau pour en reparler. C'est une base d'échange. Et donc, l'idée, c'était de progresser et puis d'aller petit à petit vers les mêmes modalités de management, d'encadrement que l'ensemble de son équipe et puis qu'il puisse avoir un outil aussi qui lui permette d'objectiver un peu les choses, qui soit pas que sur son ressenti à lui. Et donc, au niveau du prestataire, Monsieur Delamarre en parle dans la vidéo, il y a eu aussi une sensibilisation de l'équipe de travail et des managers qui a été faite. Et là, c'est le prestataire d'appui spécifique, le prestataire expert, qui l'a mis en œuvre. Aussi en amont, ça a été travaillé en amont avec Rémi et l'employeur. Donc, ils sont intervenus sur ces étapes-là. Après, nous, on faisait des temps tous ensemble aussi pour évaluer est-ce que la prestation, ça correspond, est-ce qu'il faut remobiliser des choses ou pas. Donc, il y avait ce travail de coordination pour que ça puisse... Et puis là aussi, ça peut se poser sur plusieurs heures, donc on peut la projeter dans le temps en fait, hein, cet outil-là et cet accompagnement. Donc c'est intéressant. Merci Christine pour cette réponse. Je vous avoue qu'on a des petits problèmes techniques de son, donc je ne vous ai pas entendu tout le temps. J'ai noté à un moment donné que vous parliez d'objectiver, enfin en tout cas de l'utilité d'un prestataire extérieur pour permettre à l'équipe d'objectiver. Voilà, c'est ce que j'ai entendu dans la capacité du manager, Jérémy, à essayer de prendre du recul, à essayer de trouver pas à pas un certain nombre de réponses. Et je crois que c'est ce qu'on a essayé d'illustrer tout à l'heure à travers notre présentation. Alors, nous avons récupéré Delphine, qui est avec nous. Je ne sais pas si vous avez l'écran sur elle. Delphine, concrètement, si on essaye de faire un parallèle, et voilà, et Christine, vous restez pas loin, y compris si Delphine souhaite vous poser une question, mais quelle marge de manœuvre nous avons réellement? Alors, on a l'impression, finalement, qu'il compose, mais en même temps, est-ce qu'on a autant de possibilités de composer dans un certain nombre de services? Peut-être pas dans tous, mais est-ce que les procédures, l'organisation sont pas finalement à un moment donné décidées d'en haut? Est-ce qu'on peut en sortir dans la fonction publique? Peut-être un cliché ce que je vous dis, ce que je te dis même. Alors oui, il y a beaucoup de clichés, de préjugés sur le management dans la fonction publique, effectivement. Déjà, je voulais revenir sur ce que disait Christine et sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap pour les inclure et pour les insérer dans la fonction publique. Il y a effectivement tout un panel d'outils pour accompagner les employeurs publics et pour pouvoir permettre de révéler toutes les compétences des personnes en situation de handicap dans la fonction publique.
via le FIPHFP et via tous ses partenaires, et notamment Cap Emploi, et les prestations d'appui spécifiques ou les sensibilisations du collectif du travail comme de la personne elle-même sont des outils qui sont intéressants, en plus de l'aménagement du poste de travail auquel on pense en premier lieu, mais qui n'est pas une réponse en elle-même, il faut le voir dans un ensemble plus global. Pour revenir sur la question, Jérôme, sur le management dans la fonction publique et l'inclusion dans la fonction publique, c'est le rôle en fait du manager, et la difficulté dans la fonction publique, c'est pour le manager de ne pas avoir choisi ses collaborateurs. On arrive dans une équipe et le collectif de travail souvent existe déjà, et donc il est essentiel pour le manager, à mon sens, d'identifier quelles sont les ressources qu'il a à sa disposition, c'est-à-dire quelles sont les compétences, les points forts, les points d'appui, mais également les points d'amélioration de l'ensemble de ses collaborateurs, donc individuellement, mais également collectivement, et comment articuler finalement ses collaborateurs pour créer de la synergie et pouvoir mener la mission de service public et atteindre les objectifs du service. Donc c'est en ce sens-là que finalement il n'y a pas vraiment de différence par rapport au privé. Finalement, le manager est là pour accompagner son équipe au mieux pour atteindre les objectifs de son service. Alors, une question de Marie Jacolot qui nous dit qu'elle va accueillir une personne en situation de handicap, qu'elle ne connaît pas son handicap et comment elle fait pour aménager sa prise de poste. C'est une question qu'on retrouve très régulièrement et merci de l'avoir posée, Marie, comme on dit, parce que de fait, elle permet peut-être d'élargir ce qui nous semble être à un moment donné la règle et de comprendre en fait pourquoi on peut avoir des réponses sans déjouer entre guillemets la règle. Voilà. Alors, moi, la première réponse que je donnerai, c'est un manager, ou en tout cas dans la relation, on a la possibilité soit d'enfermer la personne dans la représentation qu'on a, soit de lui donner une alternative faible, réponse oui, réponse non, soit d'ouvrir d'une manière assez conséquente le spectre de ce qu'il est possible de faire comme bout de chemin via des questions qui sont des questions ouvertes. Donc, il n'a jamais été dit, s'il n'est pas conseillé effectivement de demander à brûle pour point à une personne quel est son handicap, qui aurait pour tendance à le stigmatiser, c'est-à-dire lui laisser penser qu'on va fonctionner en fonction de en tout cas on va raisonner et mettre en place des choses en fonction uniquement de son handicap, il n'est pas du tout, mais vraiment du tout interdit de lui demander quelles sont les difficultés qu'il peut rencontrer, sur le plan cognitif, sur le plan de la mémoire, sur le plan des gestes, sur le plan de son mouvement, etc. Donc je crois que on ne peut pas accueillir quelqu'un et avoir la prétention d'être dans une logique d'inclusion si on n'a pas compris quelles sont les postures, quelles sont les difficultés, quelles sont les contraintes que cette personne peut rencontrer dans un environnement, entre guillemets, qui réagit d'une manière un peu automatique autour de la mode de fonctionnement cognitif, physique, etc., qui a l'air d'être une norme pour à peu près tout le monde, en tout cas pour les gens valides. Voilà, donc moi, la réponse que je voudrais vous dire, c'est si c'est vous qui êtes en charge de gérer ces aménagements, c'est-à-dire de voir de quelle manière ça peut se passer intelligemment dans l'équipe, eh bien, associer sans doute l'équipe à cela, mais poser des questions, et qui sont des questions ouvertes à cette personne-là, non pas pour lui demander le nom de sa pathologie, mais pour lui demander concrètement quelles sont les difficultés qu'il peut rencontrer dans son job, et aussi quelles sont les valeurs ajoutées et les facultés qu'il est susceptible de pouvoir apporter de manière spécifique. Voilà pour la première question. On a parlé à plusieurs reprises d'intégration, voilà, enfin on a plus exactement opposé souvent intégration et inclusion. Je ne sais pas si Christine est toujours avec nous, mais vous avez aussi la possibilité de prendre la parole là-dessus. Moi j'ai une image figée. Mais Christine, quelles sont les grandes postures, on va dire, qui distinguent une logique d'inclusion, une logique d'intégration pour vous, dans ce que vous observez de manière concrète? Je sais pas. Je dirais une logique. Moi, je trouvais que la tentative d'allier la prise en compte
de l'individu et des contraintes qu'il peut avoir par rapport à son environnement de travail et comment l'amener aussi à quand même intégrer pleinement le collectif sans faire plus de distinction que ça. Enfin, je dis assez simplement, mais je trouve que dans l'exemple, il y a le souhait d'une intégration d'être intégré de façon classique, de ne pas faire de distinguo dans la façon de prendre en compte les choses. Il y a eu un distinguo de fait au démarrage pour faire en sorte que chacun puisse intégrer peut-être des différences ou des postures ou des réactions différentes, et puis après pour cheminer vers quelque chose de plus je dirais, semblable à tous dans la façon de fonctionner. Donc, je trouve que ce souhait mais bon, comme tout à chacun, voilà, la prise en compte de l'individu, tout en gardant en tête que le collectif de travail est aussi à préserver et à être, comment dire, préservé, que la personne puisse aussi l'intégrer pleinement. Il y a cette double dimension. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre interrogation, mais je trouve que le fait de rester dans cette double dimension me paraît importante. Voilà. Je sais pas. J'entends effectivement que vous mettez le doigt sur une forme de paradoxe qui est d'un côté prendre en compte la particularité de la personne. D'ailleurs, c'est le titre manager la diversité, donc on parle plein de diversité. Et d'un autre côté, d'ailleurs ça a été dit dans l'interview qui a été menée par Jérémy, ou en tout cas par Rémi qui disait, on m'a demandé que l'objectif c'était de devenir comme tous les autres et à un moment donné de gommer ces différences. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un troisième chemin, c'est-à-dire de reconnaître en chacun qu'on ait une reconnaissance ou pas en tant que personne en situation de handicap, d'être elle-même, c'est-à-dire non pas de vouloir normaliser absolument la manière dont on fonctionne, mais au contraire d'accueillir la particularité de chacun, y compris pour ceux qui n'ont pas encore une RQTH. Je ne dis pas encore parce qu'en fait, on a vu que les chiffres montrent vite au fil des années, donc on est tous susceptibles de pouvoir en avoir une. Est-ce que du coup, cette tension-là qui consiste à dire, en fait, on veut que tout le monde soit égaux, n'a pas un biais important qui consiste à dire, du coup, je ne reconnais pas les différences des uns et des autres, du coup, j'ai du mal à reconnaître des différences qui, à un moment donné, ne feraient pas rentrer dans la course avec les mêmes attributs, un certain nombre de personnes, notamment dans celles qui sont en situation de handicap. Je pense que c'est compliqué, parce que l'idée, c'était pas de l'uniformisation non plus. Donc, je suis d'accord, hein, c'est paradoxal, mais c'était bien intégré. Je reprends l'exemple, Rémi, parce que on prend en compte quand même ce qu'il est, cette notion de confiance en lui, il l'a travaillé, c'était travaillé au sein, mais ou des fragilités qu'il peut avoir, c'est aussi, ça fait partie, c'est intrinsèque, enfin voilà, ça fait partie de lui, j'ai envie de dire la spécificité, alors c'est par rapport à sa situation de handicap, mais la diversité, elle va être pour tout à chacun, pour une situation de handicap ou pas. Donc c'est comment pouvoir dans ce collectif-là avoir des repères communs à chacun, tout en modelant en fonction des contraintes pour certains, du caractère pour l'autre, ou des contraintes familiales encore pour d'autres. Je sais pas, dans le collectif là, il y a 57 agents. Il avait, alors Monsieur Delamare le dirait, mais des diversités, il en a plein, et des questions individuelles, il y en a plein aussi dans son collectif de travail, et pas forcément que par rapport à des personnes en situation de handicap. Donc c'était aussi c'est ce maintien du collectif dans l'intégration de la diversité. Alors après, effectivement, les ajustements, les adaptations sont variables. Elles peuvent l'être
voilà, par rapport à certains handicaps matériels ou organisationnels. Là, on était sur la notion de tutorat, d'organisation, de sensibilisation, mais elles peuvent être autres. Mais c'était pas. L'idée, c'est pas de. Voilà, Rémi, on n'est pas tous. Merci beaucoup Christine. Pour ça, je voudrais poser la question à Delphine, qui avait l'air d'être interpellée par cette tension, ce paradoxe que j'évoquais tout à l'heure. Non, effectivement, je reviens sur les propos de Christine. Elle a parfaitement raison. En fait, ce qui fait la force d'un collectif de travail, c'est les forces et faiblesses de chacun et ce que les uns peuvent apporter aux autres. Et finalement, 1 plus 1 ne va pas faire 2, mais va faire 3 ou 4, enfin peu importe après le chiffre. Mais en tout cas, on gagne à travailler de façon collaborative. Mais pour cela, il faut effectivement que le manager et que l'équipe, ou en tout cas le collectif de travail, soit dans une posture d'écoute, de dialogue et de confiance. Vraiment, la notion de confiance est essentielle dans l'inclusion. Voilà, pour une fonction publique plus inclusive, ça repose vraiment sur la confiance et sur le fait que chaque acteur se sente concerné et responsable de la réussite en fait de chaque individu et du collectif. J'aime bien ce que tu viens d'évoquer tout à l'heure, le 1 plus 1, on appelle le principe de non-sommativité, c'est-à-dire qu'en fait, la somme des individus est bien plus importante que quand la somme plus exactement, ce que permettent de produire des individus est bien plus large que ce que chacun des individus pourrait produire les uns après les autres. C'est sans doute sur cette base-là qu'on peut imaginer se représenter la diversité, c'est-à-dire non pas dans le fait que quelqu'un vient occuper un poste de plus, mais que sa capacité d'interaction, de relation avec l'autre, aussi peut-être de témoignage de sa fragilité, de sa capacité à pouvoir dépasser cette fragilité, comme chacun de nous d'ailleurs, mais en particulier quand c'est une personne en situation de handicap, ça nous frappe, et bien en fait est bien plus important. Ce sont les effets qui étaient évoqués souvent au cours de ce webinaire. Delphine, s'il fallait, je vois le temps passer, mais s'il fallait retenir quelque chose, et puis peut-être un dernier message que tu aurais envie de faire passer. Alors, ce que je peux voir finalement en rencontrant les employeurs publics de façon assez récurrente, c'est mon quotidien de travail, d'être auprès des employeurs pour permettre d'avoir une société plus inclusive. Du coup, ce qui fonctionne le mieux, c'est le portage pluridisciplinaire de la question RH en général, mais de la question mission handicap au sein de l'établissement public. On voit bien que quand il y a un portage au plus haut niveau, que ce soit dans la territoriale par les élus ou dans les autres fonctions publiques par les secrétaires généraux ou les présidents d'université par exemple, ça c'est la dimension politique, mais il faut également que à tous les étages, tous les maillons de la chaîne soient concernés par cette problématique. Problématique qui n'est pas vraiment une problématique. En fait, j'emploie le mot problématique parce que c'est souvent celui qu'on m'oppose lors des premières rencontres, mais c'est plutôt une dimension nouvelle et donc toute cette novation suscite des interrogations et on doit se mettre en posture de comment on va y arriver. Et effectivement, on voit qu'on peut y arriver et que ce soit par les témoignages dans le privé comme dans le public, les solutions existent et donc on a plutôt bon espoir et je trouve que de plus en plus les employeurs publics ont cette volonté d'être plus inclusifs. Je crois qu'il est sans doute temps de terminer ce webinaire. Merci à vous de l'avoir suivi. Juste avant de partir, quelques informations. La première, c'est pour vous dire qu'évidemment, le format est un format qui invite à élargir, à approfondir. On a essayé de vous donner quelques éléments de repère, des témoignages aussi intéressants. Je crois que nous avons, dans ce monde dans lequel les choses vont très vite et dans lequel nous sommes nous aussi soumis à beaucoup de productivité,
absolument intérêt dans les professions qui sont les nôtres, c'est-à-dire celles d'accompagnants, à prendre ce recul. Merci Delphine à toi de ton intervention très intéressante, à chacun d'ailleurs, depuis Patrick au début qui a planté le décor de manière intéressante, Flore Lévière bien sûr extrêmement riche, Christine Rivière qui nous a donné son expérience, les témoins que nous n'avons pas vus si ce n'est lors des vidéos. Je vous rappelle que nous avons encore quelques rendez-vous à vous proposer, alors cette fois-ci dans un cadre interrégional. Le premier, c'est les tutos, enfin la série de tutos que nous avons proposé, enfin que nous avons mis en œuvre. Donc je suppose que vous avez déjà reçu des invitations. Le prochain, c'est le 8 octobre de 10h30 à 12h et ça sera sur les partenariats avec les EA et les ESAT, les entreprises adaptées et les ESAT. Et l'idée, c'est de dépasser la seule représentation qu'on aura au titre des achats qu'on peut leur proposer, mais de voir de quelle manière ils peuvent être des vrais partenaires en matière notamment d'accompagnement et de parcours à l'emploi. Voilà, vous avez ensuite un autre rendez-vous pour le moment dans votre agenda à noter, c'est celui du jeudi 26 novembre, le matin, qui sera sur un mode comité des employeurs publics et peut-être que tu peux nous en dire deux mots aussi, Delphine, sur ce Tour de France organisé par le FIP. Oui, en effet, c'est dans le cadre des 15 ans de la loi de création du FIPHFP, Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, que nous organisons un Tour de France intitulé « Cap sur les compétences, cap sur l'apprentissage » pour, sur la base de témoignages, prouver que l'apprentissage dans la fonction publique pour le recrutement est un levier important en fait pour les employeurs publics. Et puis, c'est vrai que l'apprentissage est ouvert pour les personnes en situation de handicap, quel que soit l'âge de la personne en situation de handicap. Et du coup, ça permet de changer le regard que peut avoir le collectif de travail sur la personne en situation de handicap, parce que la posture qu'on va avoir vis-à-vis d'une personne apprentie n'est pas la même que d'un agent classique qui arrive sur son poste. L'agent classique, on va lui demander d'être à 100% dès sa première heure de travail. Sur l'apprenti, on va avoir un regard bien plus bienveillant et plus patient surtout. Donc, on va lui laisser le temps d'apprendre et de monter en compétences. Et cette capacité à laisser le temps, finalement, est un facteur de réussite. Merci Delphine. Donc rendez-vous jeudi 26 novembre dans la matinée avec des modalités que nous vous donnerons, virtuelles, présentielles, un peu des deux. C'est plutôt là-dessus que les choses s'engagent pour le moment. Vous avez vu Emeline vous transmettre le lien d'évaluation que nous serions très reconnaissants de bien vouloir compléter. Ça nous permet chaque fois de progresser. Patrick Debu nous a rejoint, enfin il nous a jamais vraiment quitté, mais en tout cas il est là avec nous depuis un petit moment. Peut-être Patrick, ce serait utile d'avoir votre avis sur quelques éléments qu'il faudrait peut-être compléter, ajouter par rapport à l'expérience que vous avez de la fonction publique, peut-être un mot de la fin ou de mise en perspective, à vous de voir. On va simplement rappeler l'importance de célébrer les 15 ans de cette loi fondatrice, loi structurante justement pour l'insertion de nos collègues en situation de handicap. Donc, tous les participants à être présents lors de ce futur comité des employeurs publics, programmé d'ores et déjà le 26 novembre. Voilà, je remercie encore tous les participants, les intervenants et puis le cabinet ADO cet après-midi très enrichissant. Merci et au revoir à tous. Merci, c'était donc le mot de la fin. Merci à tous de nous avoir suivis. À très vite. Prenez soin de vous.